Io chiedo un attimo all'organizzazione se siamo pronti per Marc Barani, se no nel frattempo dovrebbe per lanciare le slide, non so se Marc è pronto. Nell'attesa diciamo che Marc arrivi, una piccola racconto di questa giornata. Noi avremo fortissimi contributi, avremo un palinsesto molto importante. Vi invito ad ascoltare questa conferenza perché parliamo diciamo, di un grandissimo architetto a livello internazionale che ha lavorato molto nel Mediterraneo. Marc arriva da Nizza, avrà modo di raccontare questo progetto, Grand Prix d'Architecture in Francia, recentemente membro dell'Accademia. Parliamo diciamo, di una figura straordinaria, eccolo qua, grande Marc, un applauso, grazie. Marc, che non parla proprio italiano, ma qualcosa parla. Sì, buongiorno a tutti, okay. Ma non posso fare di più. Un attimo. Francesca Moracci, ti presento l'altra curatrice Marc Barani. Ci tenevamo molto ad avere Marc molto impegnato a livello ormai internazionale significativo, quindi intanto lui anche qui un atto di grande atto di generosità, di disponibilità, perché poi settembre e primi ottobre non è un momento molto, molto facile. Poi ci tenevamo molto a Marc perché se c'è un architetto che personalmente considero mediterraneo nel senso non romantico, ma vero, soprattutto dall'altro architettonico, è Marc, nel senso che je pense che tu abbia bien pris, ok? E dunque il suo sguardo oggi è soprattutto, cosa che spero, la possibilità di portare Marc Barani in questo contesto, che possa dare anche un contributo a livello di esperienza per quello che può essere la progettualità all'interno di quest'area, può essere importante. Donc j'espère que tu puisses presenter rencontre puis être invité, come dire, a réfléchir sur cette partie de côte. Donc, allora, ci sono tutti, avete la possibilità delle cuffiette per la traduzione, parlerà in francese, che è molto comprensibile rispetto alle altre lingue molto vicine a noi, e quindi lascio la parola a Marc Barani e un applauso ancora, grazie. Oui, oui. Okay. Alors, je voudrais d'abord commencer par vous dire et excuser Alain Philippe, qui était en charge de l'urbanisme à Nice, de pas être venu. Il a eu un empêchement de dernière minute et donc il devait parler de Nice et de la manière dont le territoire se constitue par rapport à l'eau, par rapport à la plaine du Var, par rapport au Paillon et notamment par rapport aux dernières crues qui a été un désastre, puisque l'eau, elle peut être salvatrice, mais aussi destructrice, et la manière dont il le prenait en compte dans l'aménagement de la ville. Bien. Moi, je dois vous dire que ce thème de l'eau, quand tu m'as invité, Alphonse, à venir, ça m'a touché personnellement, parce que je vais vous raconter une histoire qui est mon histoire personnelle. Je suis à Nice, mais mon grand-père est né à Ali-Marine, c'est-à-dire en face, à Messine. Et il a perdu toute sa famille dans le tremblement de terre et le raz-de-marée qu'il y a eu en 1907. Donc si je suis niçois aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu ce tremblement de terre qui a fait que par la suite, il s'est exilé en France. Donc j'ai un rapport très particulier avec la mer, avec l'eau, en tous les cas avec l'histoire de ce lieu. Donc je vais commencer par vous parler justement de la Côte d'Azur, et de cette image me plaît beaucoup parce que on se rend compte quand on est sur un territoire, on le vit avec son corps, mais dès qu'on s'éloigne un peu, on peut voir la Côte d'Azur qui est très très semblable au paysage qu'il y a ici. Il y a la mer, le ciel et puis une petite bande littorale qui est surtout très occupée et habitée au bord de l'eau. Alors ça, c'est l'endroit où je suis né, Roquebrune-Cap-Martin. Et le rapport à l'eau dont je viens de parler, celui de l'eau qui est dangereuse, enfin qui sculpte la montagne et qui peut amener des désastres particuliers. On a un autre rapport aussi à l'eau. Je voulais parler de cet autre rapport qui est un rapport symbolique avec le paysage et la structure du paysage, encore une fois qui est très proche de ce qu'on vient de voir. Là, on a atterri à l'aéroport dans la Maria, je ne me souviens plus tout à fait le nom, enfin bref, et c'était le paysage entre Nice et Gênes. Hein. Donc la montagne, la mer en face, donc cette puissance de la roche, cette minéralité, et en face, l'horizon, ce lieu extraordinaire où l'esprit peut s'épandre, qui change, qui est infini et qui n'existe que parce qu'on le regarde. Donc on a un rapport entre la matérialité et l'immatérialité. Et sur ce territoire, à Roquebrune-Cap-Martin, il y a la tombe de Le Corbusier. Je n'avais pas tout de suite compris les couleurs qui figuraient sur cette tombe avant de réaliser, quand on a fait l'extension du cimetière, que en fait, ça symbolisait un coucher de soleil sur l'horizon.
Donc cet horizon omniprésent, il a marqué Le Corbusier sur sa tombe. Il a construit le rapport à la mer de la Villa 1027, Hélène Gray, et du cabanon de Corbu. On voit la villa, donc, quand on arrive par l'arrière avec une fenêtre en bande et qui cadre l'horizon, avec cette grande fenêtre comme ça. Et donc, ce rapport à l'horizon et à la mer, il est quasi incontournable. Il s'impose dès qu'on projette ou qu'on construit là-bas. Et tout à l'heure, un intervenant disait que c'est la première baignale qui ne parle pas simplement d'architecture, mais de paysage. Et c'est un fait important et capital. Aujourd'hui, la vraie dimension pour prendre en compte les questions écologiques ou les questions d'aménagement, c'est le paysage. Et le paysage, sur la Côte d'Azur, il a été construit par des jardins magnifiques qui ont été faits souvent par des Anglais. Et donc, je vais vous en montrer deux pour, là aussi, montrer la façon dont on peut construire sur terre à partir de l'eau. Donc ça, c'est les jardins en Burie, juste à la frontière française et italienne. Donc ils partent du haut de la colline, ils descendent jusqu'à la mer. Voilà, quand il n'y a pas un jardin, la nature est sauvage. Et puis, il y a eu cet aménagement avec... Il y a un laser, mais on ne voit pas. Bon, avec ces grands axes, comme ça, droit, et puis notre manière de circuler. Et tout est organisé pour aller jusqu'à la mer et pour capter l'eau aussi. Donc voilà, la porte d'entrée, en haut, l'horizon, toujours cet horizon, qui est cadré par les descentes et les grands axes. Après, on a des endroits plus intimes, où on oublie la mer, on est plutôt dans l'idée de la roche, la villa. Cette mise en scène du paysage, et on voit qu'il est très proche du paysage ici. Je reviens là-dessus, parce que j'étais vraiment étonné de la balade qu'on a fait ce matin et de la proximité. Enfin, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Le cadrage, et puis l'eau, qui est à la fois utilisée, l'eau douce, qui est à la fois utilisée comme quelque chose de décoratif, mais avec des bassins de rétention qui irriguent tout le jardin. Donc ça part d'une rocade et d'une source en haut du jardin, et puis ça descend progressivement. Ça structure les axes de vision. C'est en bout avec des déesses, ici c'est Athéna. Et on descend comme ça progressivement, avec l'eau qui est mise en exergue, en évidence, avec des rocades, jusqu'à la mer. Et une sorte de plateau, comme ça, où on voit le village au-dessus. Lorsqu'on se retourne, on s'approche de la plage. Et on s'attend à une mise en scène, vu toute la séquence du jardin, on s'attend à une mise en scène extraordinaire de l'eau. Une dernière rotonde. Et puis, on arrive à un endroit où il n'y a pas de mise en scène. Il y a juste un mur avec une porte que vous voyez ici. Donc on est vraiment dans un rapport inattendu avec la mer. Et en fait, le jardin est séparé de la mer par un mur et une porte. Donc on se dit c'est bizarre, ça aurait pu se passer autrement. Mais en réalité, la porte qui a le même dessin que la porte d'entrée, hein, donc c'est la porte d'entrée, la porte sortie. Mais en réalité, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que derrière ce mur, d'un côté, il y a des orangers, et à 10 mètres, il y a la mer. Et dans l'épaisseur du mur, on change complètement d'univers, et on est sur une rupture, sur une mise en scène de l'eau, qui est à la fois à distance et qui permet d'avoir cette coexistence, parce qu'il n'y a pas le mur, il n'y a pas d'orangers qui peuvent pousser près de la mer. C'est pas possible. Donc on est sur un collage mental et on se rend compte que le jardin, c'est en réalité construire une fiction dans un paysage. Le dernier exemple, avant que je vous montre deux projets qu'on a fait par rapport au Septem de l'Horizon, c'est les Colombières. C'est Ferdinand Bach, un écrivain, qui a voulu ramener tous ses souvenirs méditerranéens et faire de la Méditerranée un thème universel. Je vais vous lire ce qu'il écrivait. Un choix de forme né de la Méditerranée, dépouillé de ceux qui accusent le caractère si précis des temps, des religions et des règnes, en dégager une synthèse suffisamment claire pour retrouver le signe ancestral
qui les unifie toutes en une seule famille, baignées par la même mer, le même climat et la même culture originelle. Ça pourrait être un des thèmes, chapeau, de ce colloque. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Cette recherche du centre de gravité de la culture méditerranéenne. Voilà. Et du coup, j'ai pris que des dessins. Il a organisé tout le jardin en ramenant ses souvenirs. Voilà, on voit les archétypes méditerranéens. Ces peintures où ça existe sans exister, parce que ce ne sont que des paysages imaginaires. On a parlé de Le Corbusier et Lengré, mais ce jardin a influencé Luis Barragan, qui a changé son architecture à partir de la visite de ce jardin. Donc c'est un lieu qui influence de façon assez forte et profonde les architectes. Ça, c'est un dessin de Luis Barragan. Et toujours ce rapport que je vous montrais au départ entre la roche et l'horizon, obsessionnel. Donc je vais vous montrer deux projets, la manière dont on a travaillé cette idée, ce thème de l'horizon, de l'eau et de la mer. C'est le site d'un cimetière qu'on a construit à Roquebrune-Camartin, qui est l'extension du cimetière de Le Corbusier. Donc la pente, l'horizon. Et on a habité la pente en la creusant. On a donc creusé la pente pour mettre des en-feu, les sépultures à l'intérieur, et essayer de créer un rapport immédiat entre le dedans de la terre et l'horizon qui est en face. Le projet, donc, c'est le projet d'extension globale du cimetière avec 3 failles qui sont creusées et qui donnent une très grande densité. Le problème, c'était la densité. Il fallait avoir une densité très forte, plus forte que le cimetière existant. Donc, on a creusé la montagne et puis organisé le terrain comme un morceau de paysage. Voilà l'extension en relation avec le cimetière existant, où on voit qu'on est plus dense, mais on libère quand même plus d'espace naturel. C'est un peu la charte d'Athènes pour les morts. Voilà le projet. Donc, les éléments qui sont sur un socle, c'est la première tranche. Les autres tranches ne sont pas encore réalisées. Donc, on a un mur d'enceinte virtuel et puis une faille. On monte sur un socle. On est en belvédère sur le paysage. Et là, on n'a pas de garde-corps. On a un saut de lousse, qu'on appelle un saut de lousse, c'est-à-dire un dispositif qui permet de ne pas tomber puisqu'on a un petit creux avant la chute possible. Et tout est organisé sur la ligne d'horizon, sur la mer. Toute la composition est horizontale. Alors qu'au même lieu, si on se retourne, tout est vertical. C'est-à-dire que cette condition d'habiter la pente qui est commune à l'ensemble de la Méditerranée, on la ressent dans notre corps. Et être vivant, c'est être debout sur un horizon. La croix synthétise d'ailleurs par ailleurs ces deux directions. Donc au même endroit, simplement en tournant le corps, on a une horizontale parfaite et une verticale forte. Donc c'est le corps qui est la centrale à partir desquelles on va construire la construction et la déconstruction du paysage. Donc le premier niveau lié à l'eau, le deuxième à la roche. Tout est creusé, le béton a été bouchardé, les tombes au bout. Et au troisième niveau, on se retrouve face au ciel et à la mer. Donc on a pris les composantes du territoire et la faille, c'est une manière de les décomposer, point par point selon les étages. Et quand on redescend, on retrouve et on ressent différemment ces entités, le ciel, la roche, c'est-à-dire la terre, et la mer avec l'horizon. Si on a fabriqué un cimetière comme celui-là, c'est que en France, plus qu'en Italie, je pense, la mort est taboue. Et si on meurt, ça n'a plus de sens de mourir. Si on meurt, c'est parce que les médecins n'ont pas su nous soigner, alors qu'elle fait partie du cycle de la vie. Et ce cimetière repose cette question du destin et du fait que tout dans la nature naît et meurt et qu'on est soumis à ces conditions-là. Et donc on propose une méditation sereine dans un lieu calme sur cette question-là. Le dernier projet que je vais vous montrer, c'est tout à fait autre chose. C'est une villa, un lieu de villégiature, donc qui est au-dessus de Cannes, avec un terrain en pente, une partie à gauche qui est la partie séjour, au-dessus les chambres. Voilà la maquette. La vue dont je vous parlais, cette quête de l'horizon de la vue, aujourd'hui, elle peut arriver à faire en sorte qu'on organise mal les projets sur un terrain en pente, parce que le sud et la vue sont devant.
On tire la maison pour que chaque pièce ait une vue, et du coup on se retrouve une barrière avec l'avant qui est noble, au soleil et à la vue, et puis l'arrière qui n'est pas utilisé. Or le terrain coûte assez cher, et il y a des potentiels de terrain, donc on a fait un bâtiment pont pour qu'il y ait continuité du sol et qu'on puisse utiliser aussi bien l'avant que l'arrière, avec le séjour qui est sur la droite. Donc le plan qui monte des boîtes et une interface très ouverte avec le paysage, le thème c'était d'habiter le paysage, pas simplement de s'installer dans le paysage. Les chambres à eau qui sont traversantes, avec les salles de bain opaques et toujours des grandes vues traversantes. Le séjour, qui est une grande dalle, ouverte encore une fois sur la mer et sur le jardin, avec une grande flexibilité d'usage. On peut y être en famille ou faire des fêtes. C'était le programme. D'ailleurs, ils voulaient faire des fêtes de 200, 300 personnes. Quelqu'un qui avait les moyens quand même. Voilà les porosités qu'on peut trouver dans le mélange entre dedans et dehors. Alors, cette grande casquette, elle est un peu anthropomorphique. Hein. C'est l'idée que quand on est face à la mer, on fait comme ça, on se protège, on regarde, et elle fabrique une ombre. Elle capte l'air, elle permet d'habiter en pleine chaleur sans climatisation. Là, on passe, là c'est pareil, on est un peu à l'ombre, on passe sous le bâtiment pont. La vue depuis le haut, avec les chambres, quand elles ne sont pas occupées, qui vont être complètement ouvertes et qui laissent voir le paysage. Et quand on est dans les chambres, on a une vue aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, et on est posé comme ça avec une lumière qui arrive des deux côtés, on est en suspens. Dans ce paysage magnifique de la Côte d'Azur. Là, un détail, alors si je n'ai pas le laser, je vais avoir du mal, mais bon, on est dans la salle de bain, et vous voyez la ligne d'horizon, et sur le côté gauche, la différence qui est entre le soubassement en pierre et le plâtre au-dessus. Et quand on est à une hauteur d'œil d'1,60 m, tout s'aligne, et donc on a fait rentrer la ligne d'horizon dans le projet. Vous voyez que la différence entre la pierre sur le côté gauche et redoublée par le miroir, c'est une grande horizontale où l'ancrage du corps ou du visiteur ou de l'habitant, il se fait par rapport à ce qui est immatériel, ce qui est au loin. Et du coup, ce projet qui est fait d'horizontale, il est à la fois une manière d'habiter la pente, parce que pour habiter la pente, on a besoin de l'horizontale, mais il est une manière aussi de dialoguer avec cette ligne virtuelle qu'est l'horizon. Là, on a une hauteur de 3,20 m, donc la ligne d'horizon au milieu, donc le regard est calé au milieu de l'espace. Puis on a fait un dispositif un peu amusant, qui était une première mondiale à l'époque, où les vitrages descendent dans le sol, par morceaux, jusqu'à descendre complètement et à s'effacer. Quand ils sont guidés, ça existait, mais là, ça n'existait pas. Et donc là, on a... au-delà du gag un peu James Bond, on a un rapport complètement différent. Le bruit des oiseaux, le vent, je ne sais pas à quoi ça tient, mais l'échelle de cet espace change complètement. On a l'impression qu'il est grand quand il est fermé, qu'il est tout petit quand il est ouvert. Et donc là encore, c'est toujours cette idée de dialoguer avec ce qui nous dépasse d'une manière plus générale, parce que le paysage, on peut le voir, mais dès l'instant où on le ressent dans son corps, on est dans un autre rapport, on est dans un rapport d'être connecté à la nature et quelque chose qui nous dépasse. Et cette dernière image, pour vous dire que bon, le client, vous l'avez compris, hein, il avait des moyens, il avait à peu près tout ce qu'il fallait, sauf le calme et la sérénité, parce qu'il était toujours surbooké. Et je me souviens qu'au moment de la livraison, il était assis sur une chaise, il restait 10 minutes assis à regarder l'horizon, et on discutait avec sa femme qui me dit « c'est la première fois que je le vois faire ça ». Et voilà. Au-delà de cette dimension visuelle, métaphysique aussi, puisque tous les mythes de la Méditerranée tournent autour de la mer, de l'horizon et de ce rapport transcendantal avec l'horizon, il y a aussi cette dimension qui fait que lorsqu'on se confronte à quelque chose qui nous dépasse, paradoxalement, c'est apaisant. Et voilà, donc je voulais parler de la mer, de l'horizon, autrement que dans les questions écologiques aussi, qui sont toujours un peu restrictives, un peu, fermées sur des questions qu'il faut aborder, évidemment, hein, avec lesquelles on doit dialoguer, qui sont organisées par rapport à la peur, ou à la crainte, ou à la culpabilité. La mer, l'horizon, la Méditerranée, ça peut être quelque chose d'ouvert, et ça parcourt les siècles, et voilà, c'est ce qu'on essaye d'attraper comme Ferdinand Bach dans nos projets. Merci Alphonse. Oui. On te pose des questions, allora facciamo alcune domande relativamente
Marc Barani, faccio una piccola introduzione in italiano, viene da Nizza, avete capito che in realtà è andato a Nizza perché i suoi parenti erano a Messina quando c'è stato il terremoto e quindi quello ha creato, come dire, lo spostamento verso Nizza. Ha detto sono a Nizza perché i miei erano prima a Messina e un terremoto mi ha portato in un'altra città mediterranea. La cosa che magari chi conosce magari Nizza relativamente in maniera superficiale, è una delle città un po' simboliche per quello abbiamo voluto, oltre all'opera di Marc Barani qui in Nizza, perché è una città che proprio ha queste tre linee d'acqua in maniera molto evidente, quella storica, che in qualche modo adesso viene tutta recuperata attraverso le opere anche coraggiose di architettura che si stanno facendo nella trasformazione, il Paillon che è la nuova linea che in qualche maniera, che è un po' come Genova, sono le due grandi valle che costruiscono questa città, e poi la linea d'acqua. Alors je te voulais poser une question, c'est-à-dire je peux dire que Nice, il y a cette caractéristique à la fin peut-être jamais aperçue comme ça, mais à la fin la fragilité et la force de Nice, c'est surtout de ces lignes d'eau, parce que c'est une des villes qui a beaucoup bâti sur la ligne d'eau historique, aujourd'hui avec une autre grande réhabilitation, avec un acte de générosité de l'espace public, maintenant de réfabrication de produits, tout a fait tous les grands tramways, c'est-à-dire une grande transformation de la ville qui part de la première ligne. La deuxième ligne, c'est effectivement là où aujourd'hui se développe l'opportunité de la ville contemporaine. Oui, oui. Maintenant, ça reste toujours la ligne d'eau de la mer, entre les pôles, par les pôles, l'aéroport, c'est toujours, pour moi, un peu passif encore, mais c'est encore là, abouti. Alors, ta expérience sur Nice, qui c'est une caractéristique qu'on peut retrouver surtout ici, car on a beaucoup, les fiumari sont une condition comme ça qui marque plusieurs fois un peu les territoires juste à la côte. Qu'est-ce que c'est dans ta expérience dans une ville comme Nice, ce qu'on peut apprendre, ce qu'on peut effectivement comprendre, ce qui est difficile, lié un peu à l'eau, si l'eau peut vraiment devenir les tableaux de référence au niveau des dialogues politiques, strategici, architetturali, ambientali e paesaggistici. Cioè, gli ho chiesto proprio nella sua esperienza di Nizza, avendo lui fatto e vinto poi le Quai des Jean, America, un grande progetto di trasformazione legato a tutta l'infrastruttura pubblica nuova al centro storico di Nizza, che ha cambiato completamente la città, fortemente cambiata negli ultimi 5 anni. E qual è appunto i punti di forza di questa visione, o se c'è questa visione legata all'acqua? Oui, alors la première chose qu'on peut dire, c'est que historiquement, la relation de Nice avec l'eau, la mer, après on va parler de l'eau douce, les montagnes, elle est très particulière parce que c'est une ville qui s'est développée avec le tourisme, et Nice est une ville aéroport, c'est pas une ville-port. C'est-à-dire que c'est une des rares métropoles de la Méditerranée qui n'a pas son horizon barré par le port. Gênes, Marseille, Barcelone, Naples, toutes ces villes se sont développées à partir d'un port. Et donc, quand on se balade, il y a d'ailleurs tous les projets urbains très intéressants de reconquête des ports. Nice, c'est une ville aéroport, c'est-à-dire qu'elle a son horizon qui est toujours dégagé. Ça, c'est un point très particulier et qui continue à organiser l'urbanisme de la ville. Après, c'est à la fois sa force et sa faiblesse. Et le lien qu'il peut y avoir avec Gênes, c'est-à-dire pour développer le littoral, la bonne échelle, c'est Barcelone-Gênes. C'est qu'il faudrait qu'il y ait un TGV, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des infrastructures qui permettent de relier les choses. Nice a un aéroport qui se développe bien, il y a beaucoup de lignes, son port est moribond. Gênes a un port qui est très puissant, son aéroport est moribond, donc il suffirait qu'il y ait une liaison forte entre les deux pour que les deux puissent se développer en harmonie. Je te laisse traduire peut-être. Oui, c'est intéressant ça, penso che sia importante. Abbiamo capito tutto il fatto che poi le politiche della città vengono sempre attraverso la scelta di come si infrastrutturano. La scelta politica di dare forza a un porto o un aeroporto determina il destino di una città da vari punti di vista. Nizza ovviamente ha fatto questa scelta di essere uno degli hub aeroportuali più importanti ed è vero che oggi più che mai è molto più importante per Genova connettersi velocemente a Milano e a Nizza piuttosto che fare un aeroporto più importante, anche se a me servirebbe, però questo è un altro discorso, devo dire complessivamente. Poi l'altro tema significativo è detto che oggi forse a livello di urbanistica, come dire, diventa un rapporto completamente nuovo, perché l'altra relazione è che una delle valle, per esempio a Genova, è quella, ahimè, dove è caduto il ponte, si è ricostruito, e oggi, ahimè, quel dramma poi ha rimesso in discussione il fatto che proprio quella vallata può essere l'ultima grande risorsa di sviluppo e anche di riequilibrio nella città e nel territorio. Cosa sta succedendo nel Paillon? Che comunque sta lavorando un po' alla vecchia maniera, no? Attraverso sequenze di interventi di grande qualità, grande architetto e progetto,
Ma c'è una visione complessiva che possa determinare un po' la stessa forza come ha avuto l'altro asse d'acqua, che magari anche artificialmente però è forte, non? Cioè, l'artificité de l'autre chose, s'il y a une unité forte, l'autre partie, il y a une vision ou c'est seulement un espace d'opportunité comme certaines fois? Parce que les trois lignes d'eau, quand nous parlons de la ligne horizontale de la plaine, c'est là où nous avons écrit comme mot opportunité et responsabilité. C'est-à-dire c'est une opportunité que tu peux développer, mais il y a toi des actions, parce que là c'est plus facile, mais maintenant oui, et après la responsabilité. Qu'est-ce que ça passe à la payant? Alors, ça, c'est la première chose. Bon, pour l'instant, c'est abstrait. Honnêtement, la montée des eaux, on a la chance quand même que le territoire est très en pente, donc c'est pas la même chose qu'en Camargue ou dans ces pays-là. Donc cette vision globale, elle a du mal à exister, c'est clair, parce qu'il y a une ville qui est tout le long de la mer, comme ça, qui se développe, et puis l'arrière-pays. Ce qu'on doit remarquer, le développement là par rapport à l'eau, il est plus le long des vallées maintenant, parce que autant le littoral est quand même saturé. En gros, pour faire simple, il y a encore des infrastructures à y faire, mais c'est saturé. On va construire encore des petites choses. Et cet axe-là, le long de la mer, c'est l'axe des touristes et c'est l'axe des visiteurs. Ils se déplacent le long de la mer. En revanche, les autochtones, les Niçois, les Mentonnais, ils se déplacent vers la profondeur. C'est-à-dire qu'ils ont toujours une maison dans leur pays pour des questions de fraîcheur. Et donc aujourd'hui, un des grands enjeux de la métropole, c'est de savoir articuler ce travail en profondeur vers les montagnes, vers les parcs naturels, sachant que la dernière tempête Alex a détruit quasiment toutes les vallées. Donc il y a un vrai sujet, comment on reconstruit. Alors aujourd'hui, évidemment, on reconstruit à l'identique. On n'a pas réfléchi où, on n'a pas eu les moyens de penser les choses autrement, comme souvent. Mais enfin, la question est là, et je pense que quand pour la deuxième fois toutes les routes seront embarquées, ils vont commencer à réfléchir autrement. En tous les cas, il y a des thèmes de réflexion qui se dégagent. Et là, il y a un vrai potentiel entre la manière dont le territoire peut se développer avec l'eau et avec les infrastructures nécessaires qu'on devra construire pour l'eau. Parce que là, on a eu une sécheresse, interdiction d'arroser dramatique. Une année, bon, si l'année prochaine ça va, les plantes elles vont à peu près récupérer. Mais si on a 2 ou 3 sécheresses comme ça, il y a tout qui part, hein, même avec l'eau potable qui n'existe pas. Donc, comment penser ces vallées et comment construire une infrastructure de l'eau, comme faisaient les anciens en réalité, qui avaient des bassins, qui avaient des retenues, qui permettaient d'irriguer. Et ça, c'est un vrai sujet qui n'est pas encore abordé, mais qui commence à faire l'objet de recherches dans les écoles d'archi et dans les écoles d'ingénieurs. Non so se Francesca ha una domanda. Tanto io poi traduci tu. No, questo nuovo rapporto nel suo pensiero, diciamo, del progetto delle infrastrutture della città pone un nuovo equilibrio all'interno del paesaggio urbano. Infrastrutture verdi, infrastrutture blu, ma anche ovviamente tutta la questione dell'energia che la città assorbe, quindi anche del nuovo modo di pensare, come dire, a una sorta di nuovi paesaggi energetici. Io credo che questo possa essere, volevo sapere la sua opinione nel merito, se può essere uno dei nuovi elementi per pensare alla città costruita e al modo con cui la città si relaziona, diciamo, nella penetrazione col territorio. È chiaro che io ho un po' un modello che è quello che ha descritto lei con Nizza, che è un po' anche per alcune analogie quello dello stretto, con la differenza però che la linea di orizzonte qui cambia. Non abbiamo orizzonte il mare, ma abbiamo un orizzonte terra. Mare, terra, quindi la scansione rispetto all'emotività del rapporto col paesaggio muta in questo abitare mediterraneo. Ecco, mi farebbe piacere avere la sua riflessione ovviamente rispetto a questi elementi di progettazione che sono molto importanti per le nostre città d'acqua, che hanno ovviamente una serie di condizioni analoghe, anche se nella diversità e nella specificità poi legate a una serie di altri contesti o di scelte ovviamente politiche. Ecco. Alors, je pense que la question, et encore une fois je reviens dans la dimension du paysage qui est essentielle, la manière de répondre à cette question, surtout sur des territoires qui sont déjà largement construits, comment on transforme
un paysage construit, ça va prendre du temps, mais la réponse, elle n'est pas dans l'architecture, elle est dans l'infrastructure. Et il va falloir que les politiques se mobilisent pour pouvoir répondre à l'échelle nécessaire pour régler ces problèmes, qui est l'échelle de l'infrastructure. Le XXe siècle a construit beaucoup d'infrastructures, mais ce sont des infrastructures carbonées, des autoroutes, voilà. Aujourd'hui, le XXIe siècle, il doit revenir aux infrastructures vertes. Alimentation de l'eau, la manière de la capter, les plantations, les coulées vertes, les îlots de fraîcheur à une autre échelle. Mais finalement, c'est pour ça que j'ai montré le jardin des Colombières, et c'est pour ça que j'ai parlé de mon grand-père qui avait une campagne à Ily-Marine qui était faite de bassins, de tuyaux d'eau et d'arrosage, et qui a refait la même chose. C'est fascinant. Il a reconstruit la même campagne à Roquebrune-Camartin. C'est-à-dire que le paysage, il est de nature culturelle. On ne se rend pas compte à quel point il est de nature culturelle. Évidemment, il y a la pente, la mer, etc. Mais la manière de l'aménager, là, quand je suis monté, j'avais l'impression que j'étais chez moi. Hein. Donc, il est de nature culturelle. Et donc, je vous rejoins complètement. À partir du moment où le territoire est de nature culturelle, il peut être construit. Maintenant, sur quelle priorité? Pour moi, et je suis de plus en plus persuadé il faut qu'on revienne aux questions d'infrastructure. Les villages, à l'époque, pouvaient vivre que parce que l'eau était captée plus haut, qu'il y avait des petits aqueducs, que les gens allaient nettoyer les canaux pour pouvoir arroser. Si je prends le thème de l'eau, ils allaient au marché, donc ils ont commencé à construire des routes. Là, aujourd'hui, on va évidemment isoler les bâtiments, on va les transformer, on va faire en sorte qu'on va les adapter un peu mieux aux conditions climatiques qui se durcissent. Mais l'enjeu, c'est vraiment la question de l'infrastructure verte et de réfléchir à ces infrastructures, c'est-à-dire comment politiquement les construire, qui va les financer et à qui elles vont servir. Je veux bien, une dernière question avant un peu de commencer un peu de faire aussi le moment du lunch, mais comme je t'avais raconté, la Biennale part de la dimension méditerranéenne, surtout de sa dimension d'invisibilité, c'est-à-dire on a choisi ce lieu-là parce que, comme nous avons déjà dit, comme l'a dit le maire, ça c'est un lieu qui est né, mais il est déjà mort quand il est né, parce que quand ils ont terminé tout ce travail, 14 fois dans le Stretto, l'innovation de la guerre, il est arrivé l'aéronautique, et donc tout ça s'est caché, cette dimension invisible, il est perdu. Donc c'est intéressant, il est mort, il a dormi pour 100 ans, et c'est intéressant parce qu'on va lier un peu le temps de l'innovation, autant comme dans un lieu qui est invisible, et aujourd'hui on peut être un lieu, j'ai dit au début de la présentation, on parle ici d'un lieu de 11 000 m2 qui va être régénéré vraiment concrètement avec ce moment de culture, mais qui ça puisse devenir le moteur des univers productifs. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi, s'il existe aussi pour toi, cette opportunité? Parce que pour nous, l'invisibilité, c'est aussi la possibilité de travailler sur l'existant, comme cet espace-là qu'il y a beaucoup dans l'Internet, aussi comme un peu un acte énergétique vrai, sincère, dans l'environnement, et pouvoir, comme dire, mettre un système quelque chose qui appartient. Tu n'as jamais, comme dire, ou tu imagines que cette dimension d'invisibilité, ça puisse être aussi notre clé pour travailler sur une dimension infrastructurelle des paysages, parce que, par exemple, aussi ici, si on retourne, 14 lieux dans 3 km sous les deux parties de c'est une infrastructure. Tu comprends ce que veut dire au niveau de toutes les fonctions, éducation, formation, télé, tout le monde peut faire, plutôt que peut-être bâtir des nouveaux éléments et fonctions qui peut-être, ça peut être généré naturellement. Oui, moi je pense qu'on a dans la question de la réhabilitation un énorme effort à faire, parce que souvent, quand on pense réhabilitation de lieux aussi magiques que ceux-là, on ne les pense qu'à partir de la culture. Et au bout d'un moment, il n'y a pas assez de culture pour occuper tous ces lieux. Je ne connais pas le projet, je viens juste d'arriver, là, comme ça, j'ai simplement été déjà impressionné par la manière de rentrer, c'est quasi géologique, hein. On rentre dans des failles, ça ressemble à une montagne, une vraie. Donc comment on peut en faire, par exemple, un lieu de logement, d'habitation, avec une partie universitaire? Comment on peut construire quelque chose qui, évidemment, il y aura un peu de culture, mais qui d'abord serve comme des phalanstères, comme des postes comme ça, comme un peu les modernes le pensaient, Grégotti, tu vois, sur ces infrastructures d'architecture. Il faudrait les penser à partir de ce qui existe aujourd'hui, et il y a un vrai potentiel. Après, je ne sais pas effectivement si on peut habiter là-dedans, parce que c'est compliqué, c'est épais, c'est pas très ouvert, mais oui, voilà. Mais il y a sûrement des endroits qu'on peut utiliser forcément, avec peut-être de la production
je ne sais pas, je n'ai pas le programme, mais en tous les cas, le challenge aujourd'hui, c'est de penser la réhabilitation de lieux aussi forts et puissants que cela, mais pas seulement à partir de la culture. Même si la manière de le revitaliser, c'est extraordinaire que tu aies choisi ce lieu. Hein. C'est fantastique. Oui, c'est vrai que la culture, à les différents niveaux, il faut découvrir. C'est aussi un moyen simple pour les faire sortir dans les maps, comme on dit, qui n'existent pas dans l'invisibilité. Oui. Mais c'est vrai que cette réponse des fonctions plus hybrides, c'est aussi la modalité pour les faire appartenir beaucoup plus au territoire. Ben oui. Et en même temps, ça puisse devenir... nous pensons, si c'était parti du Méditerranée, il y a aussi un problème d'hospitalité vers le nord d'Afrique. C'est-à-dire organiser cet espace comme premier moment aussi des accueils, comme moment des accueils pour apprendre, pour rencontrer. Il y a vraiment des différents espoirs. Et puis ce qui... Je l'avoue, au début, toutes ces questions écologiques, comme elles bouleversaient un peu notre manière de penser, je me disais c'est n'importe quoi, ça se fait chier et tout. Bon, voilà, ok. Comme un peu tous les archis, il y a une dizaine d'années de ça. Mais là, on se rend compte que ça peut être un levier extraordinaire. Par exemple, si on disait il y a 15 ans ou 20 ans, il faut réhabiliter cet endroit, y mettre du logement et de l'activité, les gens vous disaient oui, c'est vrai, c'est très intéressant, et puis on passait à autre chose. Si maintenant, je ne sais pas quelles sont les lois en Italie, mais en France, on commence à penser zéro artificialisation, c'est-à-dire l'obligation de restaurer avant de construire, parce que l'imperméabilisation des sols et tout. Et si la loi elle interdit de construire, forcément qu'on va se poser la question de le réhabiliter. Donc on a, via l'adaptation nécessaire qu'on doit faire au changement climatique, à l'écologie, à l'économie d'énergie, à tout ce qu'on veut, on a aujourd'hui, à partir du moment où on retourne les arguments, des chances historiques pour réutiliser le patrimoine. Et comme tout bouge, on vit en réalité une période vraiment passionnante, compliquée mais passionnante. Jessica? Dico, questa ultima sua riflessione, no, nata da questo dialogo, mi fa pensare a due temi estremamente interessanti. Uno ampio, che però si riflette nelle nostre città, che è abitare il Mediterraneo, con quella visione, diciamo, sia dovuta ai cambiamenti climatici, quindi a condizioni ecosistemiche, ma anche a cosa diceva poc'anzi Alfonso sull'accoglienza. Ecco che quindi probabilmente nel progettare, penso anche progettare l'esistente e rendere visibile l'invisibile o usare l'invisibile per connotare alcuni elementi del progetto della città, sì, entrino in una nuova questione urbana. E credo che forse rispetto alla sua esperienza, qui ci sono tanti giovani, tanti colleghi, forse dare anche un indirizzo d'approccio su come interpretare dal punto di vista del progetto, ovviamente in termini generali, che cosa può voler dire la nuova questione urbana, e quindi con tutte le condizioni ovviamente e le esternalità che dovremo affrontare e dobbiamo affrontare per abitare il Méditerranée. Je pense que la connaissance de l'histoire, c'est la meilleure manière de ne pas faire d'erreur, ou en tous les cas d'avoir une source d'inspiration. On a effectivement aujourd'hui tout un arsenal technologique qui nous permet, par la simulation, les data, etc., d'avoir toute une série de données. Mais on peut aussi regarder les territoires, comment ils étaient aménagés, comment ils étaient organisés, quand il y avait moins d'eau, moins d'énergie, et la nécessité de sauvegarder des terres agricoles. Voilà. Et on l'a sous les yeux, quand on montait là avec Luciana sur la route, on voyait la même organisation de territoire que sur la Côte d'Azur, la ville de Messine en bas, et puis quelques villages, des terres agricoles, des oliviers. Voilà. Donc à partir du moment où on doit moins consommer de sol, qu'on a moins d'énergie, on arrive forcément à des archétypes de développement et d'organisation qui ont déjà existé. Alors, il ne s'agit pas de reproduire les mêmes, évidemment, mais de s'en inspirer et de voir comment ça s'organisait à l'époque, notamment en conditions sociales. Il n'y a pas que la forme architecturale ou urbaine qui va jouer. C'est de nouveaux habitats, c'est de nouvelles manières de fonctionner en collectivité. Quand je parlais des canaux, je me souviens que tous les gens de la vallée faisaient une fête, allaient nettoyer les canaux. L'alimentation d'eau était un facteur de lien social, de dispute aussi, quand il y en a un qui prenait l'eau plus que l'autre. Mais voilà, on vivait autour de ça. On n'était pas chacun dans notre univers à partager sur les réseaux sociaux ou ce qu'on veut. Donc,
je pense qu'il faut déjà recomprendre ce qui se passait et voir comment, à partir du sol et de la nature, on peut reconstruire les choses. Donc j'ai appris une chose, on ne me l'a jamais appris à l'école d'archi, mais sur les villages. Je me disais, les villages dans l'arrière-pays, ils prennent le dernier rayon de soleil, etc. Bon, okay. Et puis, en fait, en réalité, pas tout à fait. Les villages, les anciens, les installaient sur les endroits où la roche affleurait, parce qu'il n'y avait pas besoin de faire des fondations, ça coûtait moins cher, c'était plus solide, et l'endroit où il y avait de la terre agricole qui était nécessaire pour qu'ils vivent, il l'a préservé. Donc, voilà, par exemple, ce sujet-là qui est tout bête, une cartographie du sol géologique, mais plus fine, et partir du sol, au lieu, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On dit en un mauvais sol, on fait des pieux jusqu'à 30 mètres, c'est pas le sujet. D'ailleurs, on s'engueule avec les maîtres d'ouvrage, parce que c'est jamais compté dans le prix du bâtiment. C'est avec ou sans les pieux, voilà. On peut changer ça. On peut se dire et optimiser toutes les données, surtout qu'on a tous les logiciels et les outils de simulation pour pouvoir savoir ce qu'on fabrique ou anticiper ce qu'on fabrique. En tous les cas, les outils de simulation seront plus forts. Voilà. C'est dans cette tension entre une logique qui a préexisté à l'aménagement du territoire et qui est commune à la Méditerranée, parce qu'on retrouve la même à Nice, on retrouve la même en Tunisie, j'étais en Tunisie il n'y a pas longtemps, on retrouve la même partout, y compris à Beyrouth. Donc cette espèce de lieu commun comme celui-là, il faut qu'on le régénère, il faut qu'on en comprenne les liens, et à partir de là, et avec les technologies contemporaines, la manière de construire, de simuler et de vivre aussi, qu'on se projette dans le futur. Et cette tension-là, elle est fascinante. En tous les cas, il ne faut pas qu'on oublie l'histoire et qu'on se laisse embarquer par les startups, les nouveaux machins qui nous vendent le nouveau comme quelque chose qui n'a pas existé. Le nouveau, c'est de l'ancien recyclé. Très bien. Alors, merci à Marc. Il y a seulement deux questions pour terminer. D'un côté, malheureusement, comme l'a dit Marc au début, Alain Philippe de la ville de Nice, on ne peut pas être là, mais partage l'initiative et aussi les sentiments de continuer un dialogue. E c'è Alain Philippe che insomma, della città di Nice doveva essere qui stamattina, ma c'è stata un'assemblea straordinaria per poter venire. Con Alain Philippe, come con Marc Barani, la Biennale dello Stato vuole fin da subito intavolare un dialogo forte, perché Nizza è molto simile, come avete capito, e quindi uno dei temi, noi volevamo Marc e Alain proprio qui, proprio per avviare questo dialogo di iniziativa che possa mettere in atto su almeno quelle 5 città che ho detto prima come iniziativa di dialogo forte territoriale. E poi je voudrais terminer avec, mais c'est plutôt une réflexion. Doveva essere con noi anche Franco Boutet, che saluta e partecipa alla Biennale. Franco Boutet è Grand Prix dell'urbanisme francese. Noi doveva venire, ma il est très préoccupé de préparer les discours pour le président. Donc, tu sais qu'il doit préparer tous les discours du président, comme tu sais bien. Mais la chose qui nous a réfléchi sur ça, que nous abbiamo riflettuto insieme su questo aspetto, è il a écrit aussi ce texte, ha scritto questo testo su un journal en France, et peut-être, et ça dépend de ta vision, qu'un peu come il problema dell'OCTT in Italia e partout, che per pianificare o ragionare sulle città del futuro, per pianificare la vie du futur, on doit regarder dans une longitude plus bas. Peut-être que pour Nice, on doit regarder Reggio. Et pour Reggio, on doit regarder le nord d'Afrique. C'est-à-dire que cette condition de changement climat, peut-être qu'on doit renverser les yeux et dire... et ça, en Italie, aujourd'hui, c'était passé, parce que c'était, comme je disais avant, avec toutes les institutions. Au nord, pour la première fois, après 100 ans, on a eu des problèmes de siccité d'eau cet été. Ici, il y a toujours, donc ici, c'est bien vécu, il y a déjà les choses. Et l'autre, ils sont presque en difficulté. Et là, comme il a dit ici, pour résoudre là, on doit regarder qu'est-ce qui s'est passé ici. Alors, peut-être que cette situation de fragilità, questa condizione particolare di immaginare la difficoltà è di comunque confrontarsi non solo culturalmente, ma come le città a una latitudine più bassa della nostra hanno vissuto dei clima che adesso si stanno alzando, che è un esempio magari banale e semplice, però può cominciare già a toccare sulla realtà alcune questioni e che obbliga a un dialogo forte tra le città, tra i territori, per capire questa mutazione cosa può portare. Et donc, c'est intéressant de plus en plus avoir, comme dire, une vision de latitude variable qui soit capable. Okay. Oui, on apprend de... Mais là, on voyait avec Luciana, quand on est arrivé, c'est assez vert, parce que la végétation est adaptée, il a dù pleuvoir il n'y a pas longtemps, et tout repart direct, alors que quand la végétation n'est pas adaptée, ça ne tient pas. Io vorrei ringraziare tanto Luciana Ravanelli che è con noi, che è un'istituzione importante francese che ci ha portato Marc Barani e che ci accompagna da tanti anni nelle nostre iniziative, che arriva anche lei da Parigi.
Ringraziamo un grande applauso Marco Barani, che resterà ancora con noi, del contributo, e che lo vorremo, e poi porteremo la Biennale dello Stretto a Nizza insieme a Francesca, Sì. e tavoleremo Abbiamo un tavolo dato- di discussione, perché Mark insieme a lei ha questa idea da anni, diciamo, di questa Biennale stessa, la mettiamo anche parte a Nizza, Dovevamo potrebbe fare. fare, quindi sarà interessante dialogare. Grazie, e adesso si pranza Grazie per mille. tutti. Ok, grazie.